En une seule frappe dévastatrice, l'Ukraine vient d'arracher l'un des yeux les plus précieux de la Russie sur le champ de bataille. Un système radar ultra-moderne, Zaslon d'une valeur de 46 millions, a été transformé en épave en flammes par un drone ukrainien. Et ce n'était pas un radar typique, c'était un monstre de Frankenstein de désespoir. Un système de capteur naval pour navires de guerre étrangement installé sur un camion et déployé au combat. Sa présence surprenait. Parce que la Russie manque d'options et rapidement. Découvrons ce qui fait de ce radar un système unique, comment il s'est retrouvé loin de la mer, et ce que sa destruction révèle sur les failles de la machine de guerre russe. Les images vidéo montrent un drone ukrainien, s'approchant du radar monté sur un camion, dans ce qui semble être la descente finale avant la détonation. Le résultat de l'explosion n'a pas été montré, mais il est sous-entendu que le radar et sa plateforme ont probablement été endommagés ou détruits. Des blogueurs militaires russes indépendants affirment que le radar Zaslon a été touché avec succès par les forces ukrainiennes, sans préciser l'emplacement exact de la frappe. Le compte Telegram de l'armée ukrainienne a affirmé que l'attaque a été réalisée dans la région de Koursk, où l'Ukraine avait précédemment mené une incursion réussie et détient une partie du territoire russe. De plus, le bataillon 413 de la force des systèmes non pilotés ukrainiens, un nom sophistiqué pour les escadrons opérant des drones dans l'armée, a rapporté que c'était la première fois qu'ils rencontraient ou ont touché ce type de radar. Cet événement pourrait ouvrir un nouveau chapitre dans la guerre en Ukraine. Si vous connaissez bien l'équipement militaire russe, cet événement devrait immédiatement soulever des questions. La version de Zaslan touchée par l'Ukraine est un radar embarqué. Il appartient au pont d'un navire de guerre, pas à rouler sur les autoroutes, sur des roues de camion. Le radar Zaslan est l'un des meilleurs systèmes de surveillance navale russe. Développé pour les navires de guerre de la flotte de la mer Noire, ce radar sophistiqué peut suivre les navires de surface, les avions volant à basse altitude et détecter les périscopes de sous-marins dans de bonnes conditions. Imaginez-les comme les yeux d'un navire de guerre, offrant une couverture à 360 degrés, permettant de détecter les menaces provenant de toutes les directions dans le domaine maritime. Sans grande surprise, il y a peu de détails sur le système réel, car Zaslon N007 est le nom d'exploitation d'un radar d'avion similaire, et peut-être même simplement d'une génération plus ancienne. Le développement actif de Zaslon N007 a commencé à la fin des années 80, lorsque la Russie était encore l'Union soviétique. Les quelques versions majeures du radar d'avion Zaslon suggèrent qu'il a des capacités impressionnantes d'acquisition de cibles avec une portée de plus de 125 miles, et la capacité de capturer une cible avec une section transversale radar de seulement 172 pieds carrés. Cette section radar détecte efficacement tout ce qui est plus grand qu'un avion de chasse à ces distances, avec une précision probablement meilleure à courte portée. Bien que les avions furtifs et les missiles de croisière modernes aient un radar cross-section techniquement inférieur à quelques pieds carrés. Le radar a été conçu comme la réponse de l'Union soviétique aux missiles et avions émergents qui rasent la surface développée par les États-Unis. Le radar sur l'avion fait partie du système d'alerte précoce russe qui détecte les lancements et invasions majeures tout en volant dans l'espace aérien russe. Cependant, le Zaslon touché par l'Ukraine est une version navale fortement améliorée, développée indépendamment de la version aéronautique, nommée Zaslon MF. Opérant dans la bande S de 2,0 à 4,0 GHz, ce radar a été conçu pour doter les corvettes russes de capacités généralement présentes sur des navires bien plus grands. Considérez la bande S comme la fréquence radar optimale. Contrairement aux ondes X-band plus courtes qui offrent une haute résolution mais souffrent par mauvais temps, ou aux ondes L-band plus longues qui pénètrent le temps mais manquent de précision, la bande S offre un équilibre optimal. Le Zaslon MF tire parti de cela pour offrir des performances cruciales par tous les temps pour les opérations navales dans les conditions souvent difficiles de la mer Noire. Sa portée de détection révèle des capacités de défense en couche. Le Zaslon MF peut détecter des avions jusqu'à 185 miles de distance, soit à peu près la distance séparant Sébastopol d'Odessa. Ces deux villes contiennent respectivement des ports russes ou de Crimée et ukrainiens vitaux sur la mer Noire. Cette portée étendue donnerait théoriquement aux forces russes près de 15 minutes de temps d'avertissement contre les avions entrants, voyageant à des vitesses de croisière typiques. Pour les navires de surface, la portée de détection est de 30 miles, ce qui permet d'identifier les drones d'hôte navale ukrainiens ou les bateaux bien avant qu'ils n'atteignent les points de tir. Cependant, la portée de détection brute ne révèle pas tout. La capacité du Zaslon MF à suivre simultanément 100 cibles représente sa véritable valeur opérationnelle. Dans la guerre navale moderne, les attaques de saturation avec de multiples missiles, drones et leurres visent à submerger les défenses.
Un radar pouvant maintenir des pistes précises sur 50 contacts distincts fournit les données nécessaires pour une défense en couche, engageant d'abord les menaces les plus dangereuses, tout en restant conscient des autres. Les analystes militaires, et les blogueurs, ont suggéré que le radar touché par l'Ukraine début mai a été considérablement amélioré pour pouvoir suivre 200 cibles, soit 4 fois plus que ses capacités initiales. Cela est probablement dû à l'utilisation de logiciels avancés et de capacités informatiques complétant le radar. De plus, la capacité 3D du système est remarquable, contrairement aux anciens radars 2D limités à l'orientation et la portée. Le Zaslon MF donne des informations d'altitude précises pour les cibles aériennes. Cette image 3D est cruciale pour différencier les avions en haute altitude des missiles rasant la mer, permettant au système de défense d'allouer les ressources de manière adéquate et de créer une contre-mesure adaptée. Sur un navire, le Zaslon s'intégrerait avec les systèmes d'armes, les ordinateurs de contrôle de tir et les centres de commandement. Le positionnement du radar au sommet de la superstructure ou de la grande tour d'un navire offre une excellente portée, et les générateurs du bateau assurent une alimentation continue illimitée. Le système est conçu autour de l'architecture navale, résistant au choc, adapté aux mers agitées, avec des systèmes de refroidissement à l'eau de mer et des interfaces connectées au système de combat embarqué. Explorons les raisons pour lesquelles la Russie pourrait utiliser un radar maritime sur un camion légèrement blindé. La première raison qui vient à l'esprit est que la Russie transportait le radar vers un navire qui l'intégrerait. Cette théorie est pleine de trous, principalement parce que la Russie dispose déjà d'une infrastructure logistique fiable pour transporter les pièces de navires du continent à la Crimée loin des lignes de front. Bien que l'emplacement exact de la frappe n'ait pas été fourni dans le rapport de l'armée ukrainienne, probablement l'a vue à la première personne. Les drones kamikazes n'ont pas une portée suffisante pour pénétrer profondément en territoire russe. Cela serait encore plus problématique pour une zone activement contestée comme le front, la Russie ayant également avancé ses opérations anti-drones. Une autre option lucrative pour la Russie serait de créer plus de couvertures radar le long des côtes de la mer Noire, afin de freiner les attaques aériennes ukrainiennes. Tout d'abord, l'Ukraine a remarquablement réussi à couler ou endommager les navires de la flotte de la mer Noire, entraînant la perte de leurs radars. La Russie a subi de lourdes pertes navales dues aux missiles Neptune ukrainiens et aux drones marins, provoquant un manque critique de capteurs navals. Après tout, quand la Russie a envahi, elle a réussi à bloquer les ports ukrainiens et à limiter l'accès du pays à la mer Noire. L'Ukraine aurait besoin de plus d'1 an pour repousser la flotte russe de la mer Noire loin de sa côte et plus au large. Cependant, le besoin de couverture radar reste critique, d'autant plus que les capacités de frappe de l'Ukraine se développent. Un radar mobile sur plateforme à roues, facilement déployable le long de la côte, servirait de bon système d'alerte précoce. Il incomberait au reste des systèmes d'armes de la Russie de compenser la différence de ne pas être intégré dans un navire qui a réellement des capacités offensives ou contre-offensives. Cela dépend si le radar est utilisé pour défendre les actifs navals ou côtiers contre une attaque ou faire partie d'un réseau de défense plus substantiel. Malgré les frappes de drones ukrainiens, l'Ukraine a déplacé son focus de la destruction de navires russes ou de la pression sur la Crimée en tant que plaque tournante logistique pour l'invasion terrestre. Une autre possibilité serait d'utiliser le radar comme un radar entièrement terrestre à l'intérieur de la Russie. Cette théorie est crédible, car le radar a été trouvé sur un camion, touché par des opérateurs de drones ukrainiens, qui auraient opéré à Koursk. La région de Koursk est restée loin de la mer Noire, séparée par de vastes territoires ukrainiens. Si l'attaque a eu lieu à Koursk, cela donnerait du crédit à l'utilisation par la Russie du radar uniquement comme plateforme terrestre. Cette situation est aggravée par un autre aspect de la guerre. Le réseau de radars terrestres russes a subi des pertes dévastatrices. Les forces ukrainiennes ont systématiquement chassé et détruit les radars de défense aérienne traditionnels sur tout le front. Quand vous manquez de radars terrestres construits à cet effet, le désespoir stimule l'innovation, même si cela signifie bricoler du matériel naval pour un usage terrestre. Cette adaptation entraîne toutefois de nombreux défis techniques. Les radars de navires ont des conditions de fonctionnement différentes de celles sur Terre. Les systèmes de refroidissement de Zaslon, prévus pour l'eau de mer en abondance, doivent être totalement reconfigurés pour un refroidissement à air. Les systèmes d'alimentation des générateurs de navires doivent être adaptés pour une utilisation sur camion. De plus, le logiciel radar et les algorithmes de ciblage, optimisés pour les cibles en mer, peuvent peiner à traiter les menaces terrestres. Imaginez utiliser le périscope d'un sous-marin comme caméra de surveillance pour votre domicile. C'est un système optique conçu spécifiquement pour une utilisation sous-marine. C'est ça ce que la Russie a fait avec le Zaslon, obligeant un outil maritime spécialisé à jouer un rôle terrestre atypique. Le montage en soi pose probablement des défis d'ingénierie supplémentaires.
Les navires offrent des plateformes stables grâce à des systèmes de stabilisation avancés. Un camion sur un terrain accidenté génère des vibrations et mouvements que les radars navals ne sont pas conçus pour gérer. Cela pourrait dégrader la précision, causer des pannes mécaniques ou endommager les composants délicats avec le temps. Pour que le radar soit opérationnel, il doit rester immobile. Compte tenu de sa taille et de ses besoins énergétiques, il devrait être déployé assez près du front pour être opérationnel. Rappelez-vous, alors que la portée opérationnelle du radar est d'environ 300 km, les frappes à longue portée de l'Ukraine ont largement dépassé ce jalon. De plus, tout camion équipé du radar ne servirait qu'à la surveillance, car le radar lui-même ne se connecte pas directement à un système de lancement. Contrairement aux défenses anti-aériennes dédiées comme le S-4, 100 ou Pantsir, le radar remplacerait plutôt le composant de surveillance ou le véhicule. Mais le reste de la plateforme pourrait ne pas être en mesure de suivre la mobilité native ou la défensibilité de ces systèmes. Mais cette improvisation révèle surtout les lacunes de la planification militaire russe. Les armées modernes maintiennent des réserves d'équipement et anticipent les pertes au combat. Le fait que la Russie ait eu recours à la cannibalisation des actifs navals pour les opérations terrestres suggère que leurs évaluations pré-guerre ont sous-estimé de manière drastique les pertes ou surestimé la capacité industrielle à les remplacer. La frappe réussie de l'Ukraine sur ce système improvisé démontre ses capacités en évolution pour chasser ses cibles précieuses. La capacité à localiser et détruire un radar mobile, en particulier un qui ne devrait même pas être là où il a été trouvé, met en valeur le renseignement ukrainien à son meilleur niveau. Ce succès s'appuie sur une série de frappes dévastatrices contre les systèmes radars russes. Au cours des 6 derniers mois, l'Ukraine a porté plusieurs coups vitaux au réseau radar de la Russie, y compris plusieurs systèmes radars russes en Crimée. En mars, comme les radars Podlet 248 Lyag A6, K121, L125, Niob SV de guerre électronique 3399, 6 Castor, 2 radars de suivi de cible, A9S 19, un BIR radar de contrôle de tir et NEBO M59 NC2. Les radars Protivnik GE et MISE, un radar UTE-STM à nouveau en mars, une station radar Garmon 1L 122 en janvier et une station radar Podlet 48-6K 1 en novembre dernier. Cette campagne systématique contre les radars de défense aérienne russes a été comparée aux opérations de suppression les plus sophistiquées de l'OTAN et a été vitale pour 2 raisons majeures. Les attaques ont prouvé que l'Ukraine peut frapper loin, en territoire russe. La majorité des attaques ciblées n'ont pas un système de première ligne, mais un atout stratégique bien placé derrière la frontière. La précision nécessaire pour toucher une telle cible indique des capacités d'opération spéciales hors normes, ou des armes à longue portée à guidage de haute précision. Deuxièmement, cela a démontré que l'Ukraine pouvait surmonter de manière fiable les défenses anti-aériennes russes et les capacités de guerre électronique censées protéger ses équipements vitaux. Les systèmes radars détruits étaient probablement déployés pour détecter les frappes sur les actifs militaires russes. Le fait qu'ils soient visés montre que ces installations n'étaient pas suffisamment protégées ou que les radars eux-mêmes étaient incapables de détecter les attaques. L'effet cumulatif crée des problèmes en cascade pour la défense aérienne russe. Les systèmes de défense aérienne intégrés modernes, s'appuyant sur une couverture radar superposée, chaque radar couvrant le suivant, augmentant les chances de détection d'une attaque. L'élimination des radars individuels par l'Ukraine crée des lacunes dans son système de défense. Ainsi, les systèmes restants doivent travailler davantage pour compenser, augmentant leurs émissions et leurs risques de détection. En somme, plus l'Ukraine détruit de radars, mieux elle peut se positionner pour en éliminer davantage sur le long terme. Cela nous amène peut-être à l'aspect le plus significatif de la stratégie de l'Ukraine ciblant les capteurs plutôt que les tireurs. Alors que la destruction des lanceurs S-400 fait les gros titres, l'élimination des radars qui les guident s'avère beaucoup plus handicapante. Une batterie de missiles sans radar est essentiellement aveugle, des tubes coûteux, qui ne peuvent pas engager des cibles qu'ils ne peuvent pas voir. C'est aussi une des raisons pour lesquelles l'Ukraine a pu survivre dans la guerre, malgré le fait qu'elle soit numériquement submergée par les forces russes. Même si la Russie a plus d'artillerie et de batteries à longue portée, du moins sur le papier, elle manque de systèmes radars fiables. Bien que l'artillerie puisse exercer une pression significative en tirant aveuglément sur la ligne de front ukrainienne, espérant toucher une cible de valeur. Cette stratégie est bruyante en termes d'émissions, et dépend de la disponibilité suffisante de munitions pour soutenir cet effort de guerre. Ces 2 aspects ont également été endommagés. En plus de neutraliser les radars, l'Ukraine a ciblé d'importants dépôts de munitions en Russie. La destruction de ces dépôts entrave la logistique russe et la force à étaler ses opérations militaires.
Plus important encore, certains de ces dépôts contiennent des missiles qui ne sont compatibles que avec des batteries anti-aériennes, comme le S-300, le S-400 ou le Panzer. Sans eux, ces systèmes de défense vitaux se transforment en radars glorifiés. Ensuite, ils seraient facilement repérés et détruits, car il n'y aurait plus de menaces d'interception autour des radars des escadrons. Deuxièmement, il y a le fait que l'artillerie et d'autres stratégies à courte et moyenne portée ont un désavantage significatif contre les drones. Le tir d'artillerie crée une trajectoire que les opérateurs de drones ukrainiens peuvent suivre pour l'abattre. Ainsi, les deux côtés du conflit comptent guère sur la mise en œuvre de capacités de tir et d'oubli, minimisant le délai entre le tir d'un coup et le redéploiement du véhicule ailleurs. Enfin, il y a la guerre psychologique qui vise à éliminer plus de radars, amplifiant ainsi la destruction physique. Sans un réseau stable de radars pour assurer couverture et défense mutuelle, les opérateurs radars russes font face à un dilemme insoluble. Ils peuvent envoyer plus de signaux radio dans diverses directions pour réussir leur mission au risque d'être repérés ou rester silencieux et échouer. Cette peur réduit l'efficacité des systèmes restants, car les équipages hésitent à opérer normalement. Et le succès de l'Ukraine, dans la chasse aux radars, permet directement leur succès opérationnel plus large, y compris leurs opérations audacieuses dans les régions de Koursk et Belgorod. L'opération Koursk, débutée en août 2024, représente plus qu'une simple prise de territoire. En établissant un point d'appui en Russie, l'Ukraine a créé un dilemme stratégique pour Moscou, selon les stratèges militaires. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, des forces étrangères occupent un territoire russe reconnu. Cela a brisé le récit du Kremlin sur l'invulnérabilité, et a forcé les Russes ordinaires à affronter la réalité que leur armée ne pouvait même pas défendre la patrie. La valeur de la propagande à elle seule justifiait le risque de l'opération. Mais les avantages stratégiques sont bien plus profonds. Les forces ukrainiennes à Koursk ont créé un porte-avions insubmersible en territoire russe. Depuis Koursk, les équipes de reconnaissance observaient les mouvements militaires russes, l'artillerie frappait les centres logistiques, et les forces spéciales lançaient des raids contre les infrastructures critiques. Chaque unité russe déployée à Koursk n'est pas disponible pour des opérations offensives ailleurs. La Russie a mis plus de 6 mois pour contrer l'invasion de Koursk. Et même après cette période, une partie du territoire reste fortement disputée. Cela a démontré l'incapacité de la Russie à s'adapter à une position défensive et à prioriser Koursk plutôt que de maigres gains dans le Donbass, causant probablement plus de pertes en déplaçant des troupes en territoire hostile proche de la frontière. L'Ukraine a tiré des leçons précieuses aux conquêtes de Koursk, qu'elle a commencé à appliquer pour aider de nouvelles opérations. Les récentes incursions à Belgorod révèlent un changement de tactique par rapport aux premières incursions transfrontalières, où Koursk visait à saisir et à conserver le territoire. Les opérations de Belgorod ont mis l'accent sur des frappes rapides contre des cibles spécifiques avant de se retirer, semant le chaos et nuisant à la rhétorique russe de pression sur l'Ukraine. Ces opérations transfrontalières servent plusieurs objectifs stratégiques, qui s'interconnectent brillamment. Militairement, elles forcent la Russie à détourner ses forces des opérations offensives vers la défense du territoire national. Politiquement, elles donnent à l'Ukraine des territoires russes occupés comme moyen de pression lors de futures négociations. Psychologiquement, elles prouvent que l'Ukraine peut frapper partout et à tout moment, érodant le moral de l'armée russe. Le lien avec la destruction du radar devient évident en considérant les exigences opérationnelles. Les raids transfrontaliers nécessitent des renseignements précis sur les déploiements russes, une alerte précoce des forces et des couloirs de retrait sûrs. En dégradant la couverture radar russe, l'Ukraine crée les conditions nécessaires à ces opérations audacieuses. De plus, la présence de forces ukrainiennes en Russie complique considérablement la planification militaire de Moscou. La Russie ne peut pas utiliser certains systèmes d'armes près de ces villes, car elle doit tenir compte des pertes civiles potentielles sur son territoire. Les lignes d'approvisionnement qui semblaient sécurisées sont maintenant menacées de plusieurs directions. Toute hypothèse sur la sécurité de l'arrière doit être réévaluée. La campagne radar et les incursions territoriales compatriotes représentent deux faces de la même pièce stratégique. En aveuglant les capteurs russes, l'Ukraine permet des opérations terrestres qui mettent davantage à l'épreuve les ressources russes. Ces opérations créent des opportunités pour identifier et frapper des systèmes radars supplémentaires lorsque la Russie les repositionne pour combler les lacunes. Cette synergie opérationnelle explique pourquoi des succès tactiques apparemment isolés comme la destruction d'un radar Zaslon de fortune ont une importance stratégique. Chaque capteur éliminé ne crée pas seulement des avantages immédiats sur le champ de bataille, il permet des effets en cascade dans plusieurs domaines de la guerre. La Russie semble désespérée, comme le montre l'installation de radars de navires sur des camions, révélant des problèmes systémiques profonds au sein de ses forces armées. Le cannibalisme d'équipement entre les services des armées révèle des contraintes de ressources sévères, non anticipées par la planification.
Cette improvisation résout des problèmes à court terme, mais crée de nouvelles failles exploitables par des adversaires compétents. Pour l'Ukraine, la leçon est limpide. Poursuivre l'exploitation des avantages dès qu'ils surgissent. Si la Russie manque de radars au sol, elle devra s'adapter de manière de plus en plus désespérée. Si les opérations transfrontalières épuisent les ressources russes, développez-les pour exploiter l'initiative et pousser la Russie à commettre plus d'erreurs. L'élimination des radars facilite les opérations aériennes, permettant de cibler d'autres radars, dégradant progressivement le système de défense. La communauté internationale suit également de près ces développements. Les planificateurs de l'OTAN étudient les techniques ukrainiennes de chasse au radar pour une éventuelle application dans d'autres théâtres. Les observateurs militaires chinois analysent en temps les vulnérabilités russes pour identifier les faiblesses potentielles de leur propre système. Les fabricants d'armes s'empressent de développer des contre-mesures pour rééquilibrer l'équation capteur-tireur. Alors que les négociations deviennent inévitables, la position de l'Ukraine se renforce à chaque succès tactique. Les territoires détenus à Koursk et Belgorod constituent un levier concret. Les capacités militaires russes, affaiblies, restreignent le pouvoir de Moscou d'imposer ses conditions par la force. L'impact psychologique des opérations réussies à l'intérieur de la Russie sape le soutien domestique pour un conflit continu. L'image d'un radar naval monté à la hâte sur un camion, puis détruit par les forces ukrainiennes, encapsule la phase actuelle de cette guerre. Malgré sa supériorité en nombre, la Russie peine à s'adapter face à l'innovation ukrainienne. L'Ukraine prouve que l'utilisation intelligente de ressources limitées peut avoir un impact stratégique dépassant les chiffres bruts, malgré sa taille réduite. Selon vous, les solutions improvisées de la Russie, comme les radars maritimes sur camions, seront-elles temporaires, ou pourront-elles pallier durablement aux pénuries d'équipements par l'innovation ? Comment les succès ukrainiens dans la chasse aux radars et les opérations transfrontalières pourraient influencer l'évolution du conflit ? Merci d'avoir regardé et laissé vos commentaires.